Bonjour à vous toutes et à tous. C'est Monsieur Hamoud Akram de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française. Donc, on attend juste quelques minutes pour faire le plein. On attend les retardataires et on pourra commencer. Merci. Je profite juste de l'occasion pour vous rappeler qu'il y a toujours moyen de poser vos questions. Lors de vos inscriptions, vous avez été nombreux à poser vos questions directement sur le formulaire. Donc, pour ceux ou celles qui ont posé leurs questions, on les a bien reçues. Pour ceux ou celles qui n'ont pas encore posé de questions, il y a toujours moyen de le faire et ce, en utilisant la rubrique questions et réponses. Vous allez la trouver en bas de votre écran QR, questions et réponses. Merci.
On peut commencer, Monsieur Ameroche? Non. On peut commencer? Il est C'est 15h05. c'est comme vous voulez, s'il y a suffisamment de personnes là sur le. Ça va, on commence. Hein? Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, on vous remercie d'avoir été nombreux à vous inscrire à ce webinaire réglementaire qui est organisé par la SIAF. Le thème d'aujourd'hui sera comment gérer votre trésorerie en période de crise. Avec nous pour animer ce webinaire, Monsieur Locef Ameroche, consultant formateur en management d'entreprise, que je remercie d'avoir répondu présent et que je remercie pour sa disponibilité. Donc, lors de ce webinaire, nous aborderons ensemble les problèmes de trésorerie auxquels les entreprises font face habituellement. Plusieurs cas de figure peuvent être rencontrés. Il est certes évident que la crise du coronavirus qui persiste quand même depuis plusieurs semaines a eu et aura un impact réel et direct sur la plupart des entreprises. Certaines activités, malheureusement, seront plus affectées que d'autres. En plus des solutions éventuelles que peut prendre l'État pour accompagner, pour aider les entreprises en difficulté, M. Ameroche nous parlera aujourd'hui des solutions de gestion courante qui seront ou qui sont capables d'aider à la préservation de la trésorerie, indépendamment des décisions que prendra l'État. Merci à vous toutes et à tous encore une fois pour votre participation et merci M. Ameroche pour votre disponibilité. Je vous cède la parole sans plus tarder et je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire. Monsieur Ameroche, à vous. Merci Akram, merci. Donc, bienvenue à cet exposé sur les aspects liés à la gestion de la trésorerie et bien sûr dans un contexte de crise. Alors, il faudrait savoir une chose, c'est que cet exposé sera fait de manière très très simple, sachant qu'il n'est pas destiné à des spécialistes, et notamment pour les personnes qui n'ont jamais fait de finance, nous allons essayer de faire en sorte que ce soit un exposé à portée. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à des solutions miracles. Elles n'existent pas. Donc, à partir de là, on pourra commencer cet exposé. Il y a un certain nombre de points que nous allons aborder. C'est les préoccupations financières de l'entreprise. Qu'est-ce que la trésorerie et la différence qu'il peut y avoir entre la notion de trésorerie et la notion de rentabilité. La nature des difficultés de trésorerie. Les causes de difficultés de trésorerie. Quelques aspects liés au diagnostic de l'actif circulant, parce que très souvent il est en cause, si vous voulez, dans tous les problèmes, dans la plupart des problèmes de trésorerie que rencontrent les entreprises. Ensuite, nous allons voir quelques palliatifs. Je les ai appelés palliatifs parce que ce ne sont pas des solutions à proprement parler, n'est-ce pas? On parlera ensuite de la structure des charges et de la trésorerie, l'impact de la structure des charges sur la trésorerie. On parle beaucoup également de budget de trésorerie. Nous allons voir très rapidement ce qu'est un budget de trésorerie. Ensuite, nous allons aborder la crise, n'est-ce pas, cette notion de crise. Qu'est-ce qu'une crise? Les différents types de crises, l'impact de ces crises, n'est-ce pas? Et puis après, on va aborder les actions possibles. Les actions soit en interne et les actions également en interne. Et on terminera cet exposé par l'après-crise, n'est-ce pas? Donc, les entreprises, généralement, rencontrent, sur le plan financier, elles ont quatre grandes préoccupations. Il y a une préoccupation qui est celle de la solvabilité, la liquidité, n'est-ce pas? La deuxième préoccupation, c'est la liquidité. La troisième préoccupation, c'est l'indépendance financière. Et la quatrième, c'est la rentabilité, n'est-ce pas? Alors, la solvabilité permet d'apprécier la capacité d'une entreprise à rembourser ses dettes, notamment les dettes d'investissement, n'est-ce pas? Est-ce que quand une entreprise emprunte de l'argent pour réaliser un projet, est-ce que le projet est en mesure de rembourser l'emprunt? La deuxième question qui se pose, c'est les aspects liés à la liquidité. Alors, la liquidité, c'est d'évaluer la capacité de l'entreprise à faire face à ses dépenses courantes, n'est-ce pas? De payer son personnel, d'acheter ses approvisionnements, de payer ses différentes charges, n'est-ce pas? Et tout ce qui est lié à l'indépendance financière, n'est-ce pas? Les financements, il y a des financements propres et des financements étrangers. Alors, plus il y a de financements étrangers et moins l'entreprise a de capacité à demander des prêts auprès de la banque, n'est-ce pas? Des emprunts auprès de la banque.
Et puis, bien sûr, il y a cette notion de rentabilité. La rentabilité est liée au résultat, n'est-ce pas? Elle est liée au résultat. Un résultat peut être positif, mais ce résultat est-il suffisant? La question qui se pose, est-il suffisant? Donc, on va voir qu'est-ce que la trésorerie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la trésorerie? Alors, généralement, la trésorerie n'est rien d'autre que la résultante entre ce qu'on a encaissé et ce qu'on a décaissé. Pour revenir à des choses plus terre à terre, c'est ce dont dispose l'entreprise en liquide, que ce soit dans son compte banque ou que ce soit en caisse. C'est cela, en fait, qu'on va appeler la trésorerie. Par contre, la rentabilité ou le résultat, lorsqu'il est bénéficiaire, c'est un surplus, c'est le surplus des produits par rapport aux charges. Si j'ai vendu pour 100 alors que ça m'a coûté 80, ben, j'ai un résultat de 20. Voilà, mon bénéfice est de 20. Grosso modo, hein, c'est un peu cela. Donc, la trésorerie n'est rien d'autre que la résultante entre les encaissements et les décaissements. Alors, les entreprises ont souvent des difficultés de trésorerie. Et généralement, en matière de trésorerie, on peut avoir deux cas de figure. On peut avoir soit une trésorerie largement excédentaire et on ne sait plus quoi en faire. Et à ce moment-là, on parle de trésorerie oisive, n'est-ce pas? Et en particulier dans les pays ou dans les économies où le taux d'inflation est assez important, et il est intéressant d'étudier la possibilité de placer, n'est-ce pas, cet argent-là ou de l'utiliser, de ne pas laisser cet argent dormir. Mais là, ce n'est malheureusement pas le propre de toutes les entreprises. Il y a quelques rares entreprises qui ont des excédents de trésorerie assez importants, mais le gros des entreprises rencontrent plutôt des difficultés, n'est-ce pas? Elles ont des difficultés à boucler leur fin de mois. Alors, ces difficultés, la nature de ces difficultés, elle est liée à deux ou trois aspects. Elles peuvent être accidentelles. Elles peuvent être accidentelles. Il se peut qu'un mois où il y a une période où l'entreprise va avoir plus de décaissement que d'encaissement. Nous, en tant que personne, il peut nous arriver effectivement, comme ça, accidentellement, de ne pas pouvoir boucler la fin de mois, n'est-ce pas, une fin de mois. C'est un accident de parcours, mais ensuite les choses rentrent dans l'ordre. Le deuxième aspect, c'est les difficultés périodiques ou saisonnières. Alors, qu'est-ce qu'une difficulté périodique ou saisonnière? Cette difficulté périodique ou saisonnière peut se traduire soit par une baisse d'activité, ou bien par des décaissements plus importants que ceux que l'on connaît d'habitude. Alors, on va prendre deux exemples et vous allez très vite comprendre. Les baisses d'activité, il y a des entreprises, et notamment dans le domaine, par exemple, du tourisme, notamment les grosses installations qui sont touristiques, qui sont sur les sites balnéaires, etc. Le gros de leur chiffre d'affaires, elles le réalisent sur 3 ou 4 mois. 4 mois. Et donc, le reste, il y a une baisse d'activité. Cette baisse d'activité se traduit très souvent par des difficultés de trésorerie. Donc, lorsque l'activité baisse, il se peut qu'on ait des difficultés de trésorerie. Le deuxième problème qui peut se poser, c'est qu'on a des décaissements qui sont beaucoup plus importants qu'à d'autres périodes de l'année. Et là, les entreprises qui sont dans le domaine de l'industrie alimentaire, et en particulier les entreprises, les conserveries par exemple, sont obligées de s'approvisionner en l'espace d'un mois et demi ou de 2 mois, n'est-ce pas, pour assurer l'activité de toute l'année. Par exemple, si je prends une entreprise ou une conserverie de tomates, elle est obligée de s'approvisionner, n'est-ce pas, du 15 juillet jusqu'au maximum au 15 septembre, n'est-ce pas, pour assurer l'activité de toute l'année. Elle ne peut pas acheter sa tomate le mois de janvier. C'est la même chose pour les huileries. Pour les amateurs d'huile d'olive, par exemple, n'est-ce pas, les huileries sont obligées de s'approvisionner au moment de la récolte d'olives, n'est-ce pas? Et donc, à partir de là, il y a trop de dépenses sur une période d'un mois à 2 mois, n'est-ce pas? Et ensuite, les choses rentrent plutôt dans l'ordre. Voilà donc les difficultés que l'on peut qualifier de difficultés saisonnières, n'est-ce pas? Elles sont liées à la saisonnalité.
Il y a un autre aspect, et celui-là est plutôt grave pour les entreprises, ce sont les difficultés dites structurelles ou chroniques. Lorsqu'une entreprise traîne un découvert sur plusieurs mois, et, pour ne pas dire sur plusieurs années, c'est qu'il y a un problème qui est sérieux. On ne peut pas vivre continuellement avec un découvert bancaire. Ce n'est pas possible. Donc là, les solutions sont plutôt, j'allais dire, difficiles à mettre en œuvre, n'est-ce pas? Alors, les causes de ces difficultés de trésorerie, elles peuvent être liées à deux choses. Peuvent être liées à deux choses, soit à une insuffisance de financement, de l'actif circulant. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'actif circulant? Grosso modo, ce sont les stocks, et ce sont également les créances sur clients. Ce sont les ventes à crédit, si vous voulez, les ventes à crédit. Et donc, les stocks ont besoin d'être financés, et les créances sur clients sont, il faut également les financer. Pardon. Il faut également les financer. Lorsqu'on vend à crédit, on finance l'achat de nos clients, n'est-ce pas? Donc, il faut trouver des financements pour cet actif circulant. Alors, la question qui se pose, est-ce que ces financements sont suffisants ou est-ce qu'ils ne sont pas suffisants? Alors, si vous voulez, il y a une partie de l'actif circulant qui est financé par les dettes à court terme, n'est-ce pas? Lorsque nos fournisseurs nous vendent à crédit, ils financent nos achats de matières premières ou de matières ou de services, n'est-ce pas? Produits et services. Donc, le reste doit être financé par des capitaux longs. Alors, les capitaux longs, ce sont les capitaux propres, c'est-à-dire les capitaux propres à l'entreprise, plus les emprunts, c'est-à-dire les dettes à court terme. Alors, ces capitaux longs, qui sont les capitaux propres et les emprunts, permettent de financer l'intégralité des immobilisations, c'est-à-dire du terrain, des bâtiments, des équipements, etc. Et ce qui reste de ce capitaux long permettra de financer une partie de l'actif circulant. Et cette partie des financements qui va permettre de financer, si vous voulez, cette partie qui permettra de faire face au financement, qui permettra de financer l'actif circulant, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement. Donc, quand il y a insuffisance de fonds de roulement, il va y avoir des difficultés de trésorerie. Donc, ça peut être une insuffisance de financement. La deuxième cause, c'est un surdimensionnement de l'actif circulant. Alors, ce surdimensionnement, c'est d'avoir un surplus de stock, d'avoir trop de créances sur clients, et à partir de ce moment-là, on risque de connaître effectivement des difficultés de trésorerie. Alors, Akram, la slide numéro 6, s'il vous plaît. Bien sûr. S'il te plaît, slide numéro 6. Merci. Alors, nous voyons là que les stocks et les créances, c'est ça qu'on appelle l'actif circulant, est financé en partie par des dettes à court terme et en partie par des fonds de roulement, le fonds de roulement. N'est-ce pas? Donc, si je prends une situation hypothétique où l'entreprise ne peut pas avoir de dettes à court terme, n'est-ce pas? L'intégralité de l'actif circulant doit être financée par le fonds de roulement. Donc, voilà ce que l'on peut dire. Et il faut savoir une chose également, c'est que lorsqu'on a des difficultés pour le financement du fonds de roulement, il est très difficile de soulever des emprunts auprès de la banque. Pourquoi? Parce que les banques peuvent plus facilement financer un investissement, par exemple la construction d'un immeuble, d'un bâtiment industriel, l'achat d'un équipement, le renouvellement d'équipements, etc., plutôt que de financer un fonds de roulement. Les banques sont très, très réticentes à financer un fonds de roulement. Donc, il faut le savoir, c'est la raison pour laquelle, très souvent, quand on initie un projet, c'est de prévoir justement ce fonds de roulement et de le financer à partir des capitaux, des apports de l'entreprise, plutôt que de demander le temps après un prêt auprès de la banque, parce que les banques, encore une fois, sont très réticentes pour financer un fonds de roulement. Donc, voilà, grosso modo, si vous voulez, la logique d'ensemble, c'est celle-là. Donc, plus
moins on a de capacité ou de possibilité à contracter des dettes à court terme, et plus il faut trouver des financements longs pour financer cet actif circuit. Et donc, voilà, grosso modo, si vous voulez, ce que l'on peut dire. Alors, quand il y a des difficultés de trésorerie, ou bien ce fonds de roulement est insuffisant, ou bien il y a un surdimensionnement des stocks et des créances. D'accord? Voilà ce que l'on peut dire. Merci, merci Akram. Donc, voilà les deux raisons pour lesquelles on peut avoir des difficultés de trésorerie. Alors, il y a des aspects, quand on a des difficultés de trésorerie, c'est d'essayer de faire un diagnostic. Pourquoi est-ce on a des difficultés de trésorerie? Alors, généralement, il faut passer en revue les éléments de l'actif circulant. La question qui se pose, est-ce les stocks, le niveau des stocks, c'est ce qu'on doit avoir, ou bien est-ce qu'il n'y a pas de surdimensionnement? Je dis toujours, très souvent, quand on a un niveau de stock, c'est ce qui est. Voilà ce qu'on a comme niveau de stock. Mais il y a une question que l'on doit se poser, ce qui doit être. Quel est le niveau de stock qu'on devrait avoir compte tenu de notre activité? Et à ce moment-là, s'il y a une différence, si le stock, ce qui est nettement supérieur à ce qui doit être, nous avons un surstock. Un surstock. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand on a encore une fois des difficultés de trésorerie, il faut faire un peu le ménage dans la gestion des stocks. Et dit comme ça paraît simple, mais au niveau des entreprises, ce n'est pas toujours facile. Pourquoi? Ce qui rend la gestion des stocks très difficile, c'est le nombre de références. La plupart du temps, les entreprises gèrent des milliers de références et parfois même des dizaines de milliers de références, n'est-ce pas? Si on prend le cas des hypermarchés, notamment en Europe, elles gèrent nettement plus de 300 000 références différentes les unes des autres. Alors, vous voyez que ce n'est pas facile à gérer. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a des ratios de stock, n'est-ce pas? Donc, des ratios de stock qui peuvent nous donner donc les informations suivantes. Un stock, combien de temps faut-il pour l'écouler? C'est ce qu'on appelle durée d'écoulement des stocks ou la rotation des stocks. Il m'est arrivé, par exemple, lors de certains diagnostics d'entreprise, de relever ou de calculer donc cette rotation des stocks et de trouver que la durée d'écoulement des stocks dépassait largement les 110 à 120 jours, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et c'est là où je voudrais parler un petit peu également de l'impact de l'environnement sur la gestion financière de l'entreprise. C'est que lors d'un travail de consulting qu'on avait fait avec une entreprise, donc j'avais calculé le taux de la durée d'écoulement des stocks et j'avais trouvé qu'il y avait 120 jours. C'est-à-dire pour écouler le stock, il fallait 120 jours, ce qui est énorme, n'est-ce pas? Ça signifie qu'il faut un stock tourne 4 fois dans l'année et c'est beaucoup. Et donc, le directeur général de cette entreprise, le PDG de cette entreprise, m'a dit je ne remets pas en cause votre calcul, mais mes collaborateurs auraient dû vous dire que c'est une entreprise qui répond à des avis d'appel d'offres, qui soumissionne, n'est-ce pas? Alors, il me dit nous soumissionnons et quand nous pressentons que nous allons décrocher le contrat, nous passons la commande. Alors, il me dit, si nous devions attendre la signature du contrat pour passer la commande, nous allons commencer tous nos chantiers avec du retard. Et là, la plupart des entreprises qui importent une bonne partie de leur matière ou de leur fourniture, n'est-ce pas, de l'étranger, la plupart d'entre elles font face à des difficultés sur le plan des délais d'approvisionnement. Entre le moment où on enclenche la procédure et le moment où on reçoit la marchandise, il se passe parfois 3 mois et parfois même 4 mois. Alors, il y a une forme de surstockage qui se fait, qui n'est pas due ou liée à une mauvaise gestion de l'entreprise, mais qui est due à des difficultés liées donc à l'environnement, traitement des dossiers par les banques, les problèmes administratifs, etc. Et donc, tout cela
va se traduire par un surstock au niveau des entreprises qui n'est pas, encore une fois, dû à une mauvaise gestion des stocks. Donc, voilà donc ce que l'on peut dire. Et ces ratios, ils existent, n'est-ce pas? Il faut les suivre régulièrement. Le deuxième, ce sont les créances sur client. Alors, les créances sur client, on peut donc voir quel est le rapport qu'il y a entre les ventes à crédit et le total des ventes. Et à partir de ce moment-là, on a un pourcentage des ventes à crédit qui nous dit est-ce qu'on est, on est dans la norme ou non par rapport aux entreprises qui sont dans le même secteur d'activité que nous, n'est-ce pas? Et puis, bien sûr, de calculer également la durée crédit client. Ça se calcule. C'est un calcul à faire. C'est les créances sur client divisé par le chiffre d'affaires, multiplié par 360, et vous avez la durée qu'on appelle la durée moyenne du crédit client. Alors, en matière de client, de créances sur client, il y a deux choses. C'est l'importance du montant des créances sur client d'un côté, et d'un côté, c'est la durée du crédit également, qui peut être très importante. Et là aussi, je tiens à signaler également une chose, c'est que certaines de nos entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, peu importe, n'est-ce pas, certaines de nos entreprises connaissent également des difficultés assez importantes, notamment celles qui ont des contrats avec les administrations. Et c'est connu que les administrations, non seulement elles ne payent pas au comptant, mais en plus, très souvent, elles payent 3, 4, 5 et parfois 6 ou 7 mois après la fourniture de la prestation, de la marchandise, ce qui est énorme, n'est-ce pas? Donc, les entreprises n'ont pas, j'allais dire, à subir ce type d'impact, mais pour le moment, elles le subissent. Donc, c'est ce diagnostic-là que l'on fait, n'est-ce pas, que l'on fait pour savoir est-ce qu'on a un actif circulant qui est correctement dimensionné ou un actif circulant qui est surdimensionné. Et si cet actif circulant est surdimensionné, bien sûr, il faut entreprendre une opération, n'est-ce pas, de nettoyage, donc de diminuer les stocks, de ramener les créances sur client à un niveau beaucoup plus raisonnable, n'est-ce pas? Et là, il y a des possibilités pour les entreprises, n'est-ce pas, d'encourager les clients à acheter au comptant plutôt qu'à crédit, n'est-ce pas? De différencier les prix comptant des prix mis à la disposition des clients qui achètent à crédit, etc. Donc, on peut trouver des solutions, encore une fois, pour. La deuxième chose que l'on doit faire également, c'est de faire très, très attention aux impayés. Lorsqu'une créance ou un client ne paye pas, c'est carrément de ne plus lui vendre et notamment de ne plus lui vendre à crédit, plus jamais, n'est-ce pas? Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une sorte de réflexe. Si ce réflexe-là était pratiqué par toutes les entreprises, il y a une sorte de confiance qui reviendra, n'est-ce pas? Parce que le climat d'affaires a besoin d'une certaine confiance, n'est-ce pas? Donc, on a parlé de ratio de rotation de stock, on a parlé de ratio client, les clients, le montant des créances sur client sur les ventes, la durée du crédit client, etc. Et maintenant, il y a également les fournisseurs. Alors, les fournisseurs, est-ce que les montants sont importants? Est-ce qu'ils ne sont pas importants, etc. Et comme on a calculé la durée crédit client, on va calculer également la durée crédit fournisseur. Donc, la durée crédit fournisseur, c'est les crédits fournisseurs, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'on a acheté à crédit auprès de nos fournisseurs, divisé par les achats de biens et services, multiplié par 360, si ce sont les éléments qu'on a au niveau du bilan et du compte de résultat annuel. À partir de là, on va avoir la durée du crédit fournisseur. L'idéal, je dis bien l'idéal, c'est d'avoir un délai crédit fournisseur supérieur au délai crédit client. Mais malheureusement, les entreprises ne peuvent pas toujours choisir, n'est-ce pas, ce type de choses. Pourquoi? Parce que très souvent, les entreprises peuvent choisir de faire crédit ou ne pas faire crédit à leurs clients, mais ne peuvent pas obliger leurs fournisseurs à leur faire crédit. En plus, tout dépend également de la nature des entreprises ou des activités. Il y a beaucoup d'entreprises qui vendent à crédit et qui achètent au comptant. Je vais prendre un exemple très très simple et vous allez comprendre.
Si on prend le cas de l'entreprise d'électricité et de gaz, n'est-ce pas, pendant 2 mois, nous consommons de l'énergie sous forme d'électricité, sous forme de gaz, n'est-ce pas, consommation de gaz. Pendant 2 mois, nous consommons. Ensuite, on vient faire les relevés de compteurs. Et après, on reçoit la facture et on nous laisse ensuite un délai de 15 jours pour payer. Et pendant tout ce temps-là, l'entreprise paye son personnel, l'entreprise paye ses impôts, l'entreprise paye un bon nombre de charges au comptant, n'est-ce pas, alors qu'elle nous vend à crédit. Ce que nous payons lorsque nous allons payer nos factures, nous payons ce que nous avons déjà consommé, n'est-ce pas? Et ces entreprises-là, donc, peuvent avoir des difficultés de trésorerie assez importantes. Et quand on est, si vous voulez, en situation de projet et quand on est face à ce type d'activité, nous sommes obligés, pour revenir à la slide 9, à la slide que nous avons passée tout à l'heure, c'est de prévoir un fonds de roulement conséquent, n'est-ce pas? De prévoir un fonds de roulement conséquent. Donc, plus on est dans des activités pareilles, et plus on est obligé d'avoir un fonds de roulement qui est plus qu'important. Les entreprises, par contre, qui ont des surplus de trésorerie, ce sont des entreprises qui vendent à crédit ce qu'elles ont acheté, qui vendent au comptant ce qu'elles ont acheté à crédit. Alors, vous allez me dire quel type d'entreprise, dans quel type d'entreprise on est? Ben, dans les hypermarchés, la plupart du temps, dans les hypermarchés, on n'achète pas sa boîte de sardines ou ses courses, on les fait au comptant, n'est-ce pas? Alors que ces entreprises-là négocient la plupart du temps non seulement les prix, mais elles négocient également des délais de paiement, même si elles n'en ont pas besoin, ce qui fait qu'elles ont des excédents de trésorerie extrêmement importants. Alors, elles ont d'un côté une rentabilité, si vous voulez, une marge qui est liée à leur activité, qui est celle du négoce, et elles ont également un autre produit qui est lié au placement de ces surplus de trésorerie, Encore que c'est devenu un peu plus compliqué depuis ces dernières années parce que avec la crise des subprimes, il y a eu énormément de problèmes. Donc, voilà ce que l'on peut dire, si vous voulez, des aspects liés au diagnostic. Alors, il y a également un ratio que l'on peut calculer, que l'on doit suivre, c'est que l'évolution de l'actif circulant, c'est-à-dire d'une période à une autre, l'évolution en pourcentage de l'actif circulant ne doit pas être supérieure à l'évolution, à la croissance du chiffre d'affaires. L'évolution de l'actif circulant ne doit pas être supérieure à la croissance du chiffre d'affaires. Donc, on va calculer les stocks divisés par les ventes, n'est-ce pas, multipliés par 100, ça nous donne, n'est-ce pas, la variation plutôt, hein, la croissance du chiffre d'affaires, on va calculer la croissance du chiffre d'affaires, et la croissance des stocks ne doit pas être supérieure à la croissance du chiffre d'affaires. Même chose pour les créances sur client. La croissance des créances ne doit pas être supérieure à la croissance du chiffre d'affaires. Sinon, on va aller vers un surdimensionnement de l'actif circulant par rapport à l'activité. C'est toujours par rapport à l'activité que nous allons calculer tout cela. Donc, voilà grosso modo, si vous voulez, les difficultés de trésorerie sont liées encore une fois, soit à une insuffisance de financement, soit à des problèmes de gestion de l'actif circulant, c'est-à-dire des stocks et des créances. Alors, maintenant, on va arriver aux palliatifs. Les palliatifs, disons, on va dire qu'il y a 2 types de palliatifs pour faire face à des difficultés passagères de trésorerie. C'est le découvert bancaire et c'est l'escompte. Alors, le découvert bancaire, c'est quoi? Le découvert bancaire, c'est lorsqu'on a un compte bancaire, n'est-ce pas, qui est positif, et puis après, on se rend compte que ce que nous avons en compte ne va pas nous suffire pour faire face à nos dépenses courantes. Et nous allons demander à la banque de nous avancer de l'argent. Donc, nous allons prendre un exemple très simple et vous allez comprendre. Si on a 100 en banque, n'est-ce pas, nous avons déposé 100, nous avons 100 en banque,
nous avons une créance sur la banque et la banque est endettée vis-à-vis de nous. Nous avons de l'argent à la banque et la banque donc a une dette vis-à-vis de nous de 100. Et donc, si on se rend compte que ces 100 ne peuvent pas nous suffire pour faire face à nos dépenses courantes, nous allons demander à la banque de mettre à notre disposition, par exemple, 600. Et à partir de ce moment-là, si on tire le solde, 600 moins 100, plutôt 100 moins 600, nous allons avoir moins 500. Alors, ces moins 500, c'est ça qu'on appelle la trésorerie négative, si vous voulez. La trésorerie négative. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, nous n'avons plus une créance sur la banque, nous avons une dette vis-à-vis de la banque. Donc, c'est une dette, mais qui est à très court terme. Le découvert bancaire, généralement, le découvert bancaire est consenti pour quelques jours, pour quelques semaines, mais certainement pas pour plusieurs mois. Donc, ça aussi, il faut le savoir. Nous avons parlé tout à l'heure de difficultés de trésorerie liées à la saisonnalité, n'est-ce pas? Généralement, c'est un découvert de 2 mois, de 3 mois, mais ensuite, tout rentre dans l'ordre. D'accord? Donc, il y a cette notion de découvert bancaire. Le troisième élément, c'est l'escompte. Alors, qu'est-ce que l'escompte? Malheureusement, c'est une pratique qui s'est un peu perdue en Algérie. L'escompte n'est rien d'autre que le transfert des créances sur client de la banque, de notre entreprise par exemple, vers une banque, la banque commerciale. C'est un transfert de créances. Et en contrepartie de ce transfert de créances, la banque va nous avancer de l'argent. Mais la banque va nous retirer un certain montant qu'on appelle l'escompte. Alors, comment elles font pour calculer cet escompte? Elles vont utiliser un taux qui s'appelle le taux d'escompte. D'accord? Donc, l'escompte n'est rien d'autre que le transfert de créances sur client, d'un certain montant de créances sur client, de l'entreprise vers la banque commerciale en échange, bien sûr, d'une avance de liquidité avec, bien sûr, en retenant, bien sûr, la banque va nous facturer un escompte. Alors, il faut savoir une chose, c'est que si les entreprises ont des difficultés de trésorerie, les banques aussi ont des difficultés de trésorerie. À ce moment-là, si les banques rencontrent des difficultés à faire face à leurs opérations au jour le jour, elles peuvent transférer une deuxième fois, si vous voulez, ces créances auprès de la Banque centrale et la Banque centrale va faire des avances de fonds aux banques et cette opération s'appelle le réescompte. Alors, la banque centrale va utiliser un taux qu'on appelle le taux de réescompte. C'est un des outils de la politique monétaire de la Banque centrale. Donc, voilà, si vous voulez, il y a une troisième solution, mais qu'on ne connaît pas ici. Même ailleurs, on fait très, très peu appel à ce type de solution. C'est ce qu'on appelle la facturage. Alors, la facturage n'est rien d'autre, ce sont des bureaux spécialisés en la matière qui vont acheter, ce sont des bureaux qui vont acheter des créances, mais elles les achètent à un prix extrêmement bas. Elles vont donc en fonction du risque, n'est-ce pas, elles vont proposer des prix de rachat de ces créances auprès de certaines entreprises. Mais disons que les solutions, les palliatifs les plus courants, c'est le découvert bancaire et l'escompte. Je parlais tout à l'heure de l'environnement, de l'impact de l'environnement sur la trésorerie de l'entreprise. Il y a encore quelques années, en Algérie, on parlait de l'escompte de chèque. Alors, il faut savoir qu'on n'escompte pas un chèque. Un chèque est un instrument de paiement, n'est-ce pas? Par contre, lorsqu'on vend à crédit, cette vente à crédit est matérialisée par des documents qu'on appelle un effet de commerce. Ça peut être un billet à ordre ou une lettre de change, n'est-ce pas? Qui n'est rien d'autre que la matérialisation d'une dette ou d'une créance, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qu'on va escompter auprès des banques. Alors, il y a quelques années encore en Algérie, on parlait d'escompte de chèque. Alors, qu'est-ce qu'un escompte de chèque? Pour vous dire que les entreprises ont vraiment connu des difficultés du fait de l'environnement. Donc, il y a quelques années, lorsque une entreprise achetait et qu'elle payait par chèque, n'est-ce pas? L'entreprise qui vend, n'est-ce pas? Cette vente-là correspond à une vente à crédit. Alors, pourquoi? Parce qu'entre le moment où on remet un chèque à l'encaissement et le moment où le compte de l'entreprise qui a vendu est crédité, très souvent, c'est plusieurs semaines, n'est-ce pas?
Il faut plusieurs semaines, parfois même un mois et demi ou 2 mois avant que le compte de l'entreprise qui a vendu ne soit crédité. Et ça, ce sont quand même des délais quand même qui sont très importants. Alors, les entreprises à l'époque, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles récoltaient donc tous les chèques sur la base des chèques qu'elles remettaient à l'encaissement. Elles disaient à la banque, bah, nous avançons, avancez-nous moins 30 ou 40% du montant des chèques que nous vous remettons pour alléger notre situation de la trésorerie. Et c'est cette opération-là qu'on a appelée l'escompte de chèque, alors qu'en réalité, on n'escompte pas un chèque. Un chèque est remis à l'encaissement, n'est-ce pas? Ce que l'on escompte, c'est un effet de commerce. On escompte des billets à ordre, on escompte des lettres de change, mais pas de chèque. Alors, maintenant, je voudrais juste parler d'une chose. Malheureusement, la plupart des intervenants qui animent des séminaires dans le domaine de la trésorerie ne font pas le lien entre la structure des charges et les problèmes de trésorerie. Alors, il est bon pour une entreprise de connaître quelle est sa structure des charges. D'abord, c'est de connaître l'importance relative des 2 ou des 3 charges les plus importantes par rapport au total des charges. Par exemple, si on prend les achats, n'est-ce pas? Que représentent nos achats de matières et de fournitures, n'est-ce pas, les consommations, par rapport au total des charges? Que représentent, par exemple, nos charges du personnel par rapport au total des charges, n'est-ce pas? C'est de connaître quelle est la structure de nos charges, n'est-ce pas? La deuxième chose, c'est de faire un travail qui est difficile, même si on le fait en tâtonnant un petit peu, ça vaut le coup de le faire, c'est d'essayer de classer le total des charges que nous avons au niveau du compte de résultat de l'entreprise, de classer ces charges-là en charges variables et en charges fixes. Les charges variables, ce sont celles qui varient proportionnellement à l'activité. Les charges fixes sont celles qui restent fixes, quel que soit le niveau d'activité. Si on est dans le domaine de la confection, la matière première est une charge variable. Plus on produit, plus on consomme de tissu, plus on consomme de fil, etc. N'est-ce pas? Mais par contre, les charges fixes sont fixes, quel que soit le niveau d'activité. Ce sont les loyers, ce sont les assurances, ce sont une partie des charges du personnel, n'est-ce pas? Et donc, il est intéressant de mettre l'accent sur cet aspect. Alors, maintenant, puisqu'on parle de charges variables et de charges fixes, il faut savoir une chose, c'est que les charges fixes affectent sérieusement la flexibilité des entreprises. Les charges fixes affectent sérieusement la flexibilité des entreprises. C'est-à-dire qu'elles rigidifient, en quelque sorte, si vous voulez, la gestion des entreprises. Alors, par quel biais? Ben, c'est bien simple. C'est bien simple. Lorsque on n'a pas d'activité, ou lorsque l'activité a diminué, les charges variables vont diminuer, mais les charges fixes vont rester telles quelles. Elles ne vont pas diminuer, n'est-ce pas? L'idéal, bien sûr, l'idéal serait que toutes les charges soient des charges variables. Et à ce moment-là, si l'activité est égale à 0, ben les charges seront égales à 0. Mais malheureusement, ce type de cas n'existe pas. Mais par contre, ce que l'on peut faire, c'est de faire la chasse aux charges fixes. C'est de faire la charge aux charges. Alors, les charges variables, on peut toujours les diminuer. On peut les diminuer par le biais, par exemple, de la réduction du gaspillage. On peut les diminuer également en négociant les contrats d'achat auprès des fournisseurs, surtout lorsqu'on achète des quantités extrêmement importantes. Mais on peut les diminuer peut-être d'1%, de 2%, n'est-ce pas? Mais là où il y a généralement des surcoûts importants, c'est au niveau des charges fixes. C'est au niveau des charges fixes. Et donc, la question qui se pose, est-ce qu'on peut diminuer ces charges fixes? La réponse est oui. D'abord, c'est de faire la chasse à toutes les charges fixes, n'est-ce pas? De faire la chasse aux charges fixes. Quelles sont les charges que l'on peut diminuer? La deuxième solution, c'est de transformer les charges fixes en charges variables. Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on peut le faire? Transformer les charges fixes en charges variables, on peut le faire en élaguant les activités, en externalisant les activités. Et c'est là où, si vous voulez, sur le plan économique, lorsqu'on a un système complexe de sous-traitance,
lorsqu'on a un système complexe de sous-traitance à l'échelle économique, c'est très important parce que les entreprises ne sont pas obligées d'intégrer ces activités, elles peuvent les sous-traiter sans aucun problème. Il y a de l'activité, on fait appel à la sous-traitance. Si l'activité a diminué, ben, on fera moins appel à la sous-traitance. Par contre, lorsqu'on intègre une activité, n'est-ce pas, il va falloir construire les locaux, il va falloir acheter les équipements, il va falloir recruter le personnel, etc. Donc, il y a non seulement des surcoûts, mais en même temps, ça alourdit le management. Ça alourdit le management. Et ça, bien sûr, c'est valable surtout pour les très grosses entreprises, les entreprises qui ne sont pas de toutes petites entreprises, mais qui sont de très, très grosses entreprises. Alors, cette externalisation, n'est-ce pas, ou cet élagage d'activité peut se faire soit carrément en l'élaguant l'activité, en faisant appel à la sous-traitance. La deuxième possibilité, lorsque l'entreprise est très importante, c'est de filialiser. C'est-à-dire que l'activité, lorsqu'une activité est à l'intérieur de l'entreprise, n'est-ce pas, il peut y avoir des surcoûts et ces surcoûts, on ne va pas les voir. Ils peuvent passer inaperçus. Mais à partir du moment où on a filialisé cette activité, n'est-ce pas, cette filiale va travailler pour la maison mère, n'est-ce pas, pour les entreprises, les filiales de la maison mère, mais si sa charge d'activité n'est pas suffisante, elle est obligée de rechercher, n'est-ce pas, de rechercher des marchés pour faire le plein de son activité. Donc, c'est ça, en fait, l'avantage de la filialisation lorsque l'entreprise est assez importante. Voilà donc comment on peut réduire, si vous voulez, les charges fixes. Alors, lorsque les charges, si vous voulez, fixes sont importantes, on peut avoir des difficultés assez sérieuses. C'est-à-dire que, au moins, si vous voulez, au moins il y a deux occasions, si vous voulez, ou deux situations où on risque de connaître des problèmes assez sérieux. Lorsqu'on a des charges fixes très importantes, c'est lorsqu'il y a une très très forte concurrence, une guerre des prix. On est obligé de diminuer les prix, n'est-ce pas, parce que les autres entreprises ont diminué des prix, ça arrive. Si on prend l'exemple en Algérie, c'est le cas dans le domaine de la téléphonie, par exemple, n'est-ce pas? Il y a une concurrence aujourd'hui féroce entre les trois opérateurs qui se trouvent en Algérie, n'est-ce pas? Et donc, les prix, il faut être à hauteur d'eux. Et donc, sur le plan du chiffre d'affaires, n'est-ce pas, il faut dépasser un certain niveau de chiffre d'affaires pour commencer à être rentable, n'est-ce pas? Les entreprises qui ont des charges fixes réduites, n'est-ce pas, ont un chiffre d'affaires critique plus faible que celles qui ont un chiffre d'affaires critique plus élevé. C'est-à-dire que si une entreprise qui a des frais fixes relativement faibles par rapport à une autre a un chiffre d'affaires critique de 100, à partir de 100, elle commence à réaliser des bénéfices. Par contre, si nous avons une entreprise qui a un chiffre d'affaires critique de 120 ou 130, il faut attendre d'arriver à 120 ou à 130, n'est-ce pas, pour commencer à réaliser des bénéfices. Alors, vous voyez que là, les charges fixes vont influer. C'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Donc, encore une fois, lorsque il y a deux périodes, si vous voulez, ou deux cas, ou deux situations où cette notion de seuil de rentabilité va jouer un rôle déterminant pour les entreprises, c'est lorsqu'il y a une guerre des prix, une très très forte concurrence, ou bien lorsqu'il y a une baisse d'activité. Il peut y avoir une crise et l'activité a baissé, et à ce moment-là, il faut pouvoir faire face à cette baisse d'activité, ce qui est le cas aujourd'hui pour certaines entreprises qui en pâtissent, n'est-ce pas, qui subissent le contre-coup de la crise actuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire des charges fixes et de leur impact sur la trésorerie. Donc, il est intéressant que les entreprises fassent un diagnostic, n'est-ce pas, et de voir comment est-ce qu'on pourrait diminuer ces charges fixes pour réduire leur chiffre d'affaires critique. Alors, il y a une chose également qu'il est bon de signaler, on parle beaucoup de gestion prévisionnelle, n'est-ce pas? Et sur le plan prévisionnel,
il y a le budget. Le budget n'est rien d'autre. Le budget n'est rien d'autre qu'un plan à court terme, n'est-ce pas? C'est un plan à court terme qui va durer un an. C'est un plan à court terme. On l'élabore généralement à partir d'octobre, n'est-ce pas? On fait les prévisions pour l'année qui suit et ensuite, bien sûr, Alors, le budget, il y a deux choses que je voudrais dire sur le budget. En amont du budget, il y a des choses et en aval du budget, il y a des choses également, n'est-ce pas? Bon, on ne peut pas s'attarder sur ces choses-là, mais ce que l'on peut dire également, c'est que le budget a un pied dans la prévision et un pied dans la réalisation. Dans la gestion budgétaire, on va retrouver un aspect qui est lié à la prévision, bien sûr, mais un aspect qui va être lié à la réalisation et ça peut être, j'allais dire, un outil de suivi de la performance au niveau des entreprises. Alors, vous allez me dire, mais en quoi ça concerne la trésorerie? Tout simplement parce qu'il y a un budget qu'on appelle le budget de la trésorerie. Alors, il faut savoir qu'on donne une connotation financière au budget, mais en fait, le budget intéresse toutes les activités, toutes les fonctions, tous les processus de l'entreprise et pas uniquement les finances, n'est-ce pas? Il va intéresser le marketing, il va intéresser la production, il va intéresser les approvisionnements, il va intéresser l'administration, n'est-ce pas? Et bien sûr, les finances. Alors, qu'est-ce qu'un budget de trésorerie? Un budget de trésorerie, n'est-ce pas? Ce n'est rien d'autre que la projection de la situation de la trésorerie sur l'année. Si on est en 2020, n'est-ce pas? Quelle sera la situation de la trésorerie en 2021? Bien sûr, on fait les prévisions pour l'année, mais ensuite, on ne va pas attendre la fin de l'année pour évaluer si on a été à mesure ou pas. Donc, l'année, on va la décomposer en sous-périodes, généralement le mois, et on va faire le suivi de la trésorerie mois par mois. D'accord? Akram, la S9, s'il vous plaît. Alors, vous voyez là, il y a un tableau, je l'ai appelé tableau de suivi de la trésorerie. Si on n'a pas de budget, ben, c'est ce qui est, si vous voulez. Il y a le report qui est le solde, les encaissements. Dans les encaissements, on va retrouver les ventes au comptant. Alors, ce n'est pas la totalité des ventes. Ce sont les ventes au comptant. Quand on vend au comptant, on reçoit soit de l'espèce, soit du chèque, n'est-ce pas? Donc, c'est les ventes au comptant. Et bien sûr, il y a le recouvrement des créances. Quand on vend à crédit, il y a une période où, un moment où on doit recouvrer les créances. Il y a les cessions d'immobilisation au comptant. Il y a également la TVA qui est collectée. Et bien sûr, les autres encaissements. Et dans les décaissements, qu'est-ce qu'on va retrouver? Les achats, mais les achats au comptant. On va retrouver également le paiement des fournisseurs. Si on a acheté à crédit, il arrivera un moment où on doit décaisser pour payer les fournisseurs. On va retrouver également le remboursement des emprunts. Et on va retrouver la TVA décaissée, bien sûr, mais on va retrouver également le paiement des autres charges, des impôts autres que la TVA, les impôts, les charges du personnel, etc., etc. Voilà donc, là, c'est un tableau de suivi. Mais par contre, dans un tableau, si vous voulez, dans le budget de trésorerie, là, si on prend ici le 1, 2, ce sont les mois, n'est-ce pas? Mais pour chaque mois, on va retrouver trois aspects. On va retrouver les prévisions, on va retrouver les réalisations, c'est-à-dire la réalité, ce qu'on a constaté, et bien sûr, on va évaluer les écarts période par période. Voilà donc ce qu'est un budget de trésorerie. Alors, ce budget de trésorerie, il est important parce qu'il va nous permettre de connaître l'évolution de la trésorerie période par période. Par exemple, ici, nous allons avoir le mois de janvier, on a la trésorerie du mois de janvier, la trésorerie du mois de février, mars, avril, etc. Sur les 12 mois de l'année, nous pouvons suivre l'évolution de la trésorerie. Et s'il s'agit bien sûr du budget, on va faire la différence, n'est-ce pas? On va suivre aussi bien les prévisions, les réalisations et les écarts. Alors, lorsqu'on a fait ce travail pendant 2 années, pendant 3 années, nous pouvons connaître quelles sont les périodes où nous avons une trésorerie largement excédentaire et des périodes où nous avons des difficultés plutôt sérieuses de trésorerie. Donc, c'est quand même une information qui n'est pas des moindres et à partir de là, nous pouvons essayer de chercher quelles sont les solutions pour faire face à ces difficultés. Et encore une fois, si les difficultés de trésorerie se présentent aux mêmes périodes, à ce moment-là, on parlera de trésorerie, de problèmes de trésorerie qui sont saisonniers, n'est-ce pas? Donc,
Voilà ce que l'on peut dire du budget de trésorerie. Merci Akram. Donc, ça nous permet d'améliorer, le budget de la trésorerie va nous permettre d'améliorer le... Alors, il y a deux remarques que l'on peut faire. D'abord, plus l'entreprise, la taille des entreprises est petite, et moins on fait de prévisions. La plupart du temps, c'est des outils de gestion, des systèmes de gestion qu'on peut retrouver, je dis bien qu'on peut retrouver dans les grosses entreprises, mais qu'on retrouve presque pas dans les toutes petites entreprises. La deuxième chose, c'est que plus on est sensible aux problèmes de trésorerie, et plus la période de suivi de la trésorerie doit être courte, n'est-ce pas? Nous, on a présenté, par exemple, dans le tableau que vient de projeter Kram, n'est-ce pas? On a projeté, donc on a fait un suivi mensuel. Mais il y a des entreprises qui peuvent faire le suivi par semaine, par décade, n'est-ce pas? Et donc pour faire face aux problèmes de trésorerie, à la situation de la trésorerie sur des périodes extrêmement courtes. D'accord? Voilà donc ce que l'on peut dire de la gestion budgétaire. Alors là aussi, on n'en ressent pas le besoin et pourtant c'est quelque chose, c'est un système qui est très utile pour les entreprises. Les entreprises qui veulent mettre, juste une parenthèse, les entreprises qui veulent mettre ce type de système en place, c'est d'essayer de le mettre coûte que coûte. Ensuite, on pourra remarquer des écarts qui sont importants entre les prévisions et les réalisations, mais ensuite, si on fait attention, avec, j'allais dire, un suivi qui est plus ou moins régulier, en tenant compte des effets de l'environnement, etc., petit à petit, on pourra de mieux en mieux affiner, si vous voulez, les prévisions et arriver à des choses qui tiennent la route. L'essentiel, c'est de mettre en place ces systèmes de gestion. D'accord? Voilà donc ce que l'on peut dire de la gestion de la trésorerie, du budget de trésorerie. Alors, maintenant, il y a l'impact de la crise. Alors, la question qui se pose, qu'est-ce qu'une crise? Qu'est-ce qu'une crise? Alors, généralement, la définition que l'on donne, c'est une manifestation soudaine et brutale. Soudaine et brutale. La deuxième chose, c'est une rupture d'équilibre. Une rupture d'équilibre. Alors, quand on dit soudain, c'est que c'est quelque chose, si vous voulez, auquel on ne s'attend pas, n'est-ce pas? Donc, il y a une rupture d'équilibre, on ne s'attend pas, et puis ça tombe comme cela. Et donc, voilà, grosso modo, ce que l'on peut dire d'une crise. Alors, quels sont les différents types de crises? Akram, la 12, s'il te plaît. Alors, là, personnellement, j'ai identifié 5 catégories de crises. Il y a la crise, généralement, quand on parle de crise, la plupart du temps, on est focalisé sur les crises économiques et on oublie les autres. Donc, il y a la crise économique, il y a celle de 1929, et puis qui a été quand même assez importante. Et il y a également la crise des subprimes. Il y en a eu d'autres, bien sûr, mais disons que les plus importantes sont celles-là. La crise de 1929, qui a porté sur les titres, n'est-ce pas, sur les achats et les reventes d'actions. La crise du subprime, c'est surtout elle a porté sur l'immobilier, n'est-ce pas? Le deuxième type de crise, ce sont les conflits, les guerres, les embargos. Et alors, ces notions de guerre, d'embargo, le monde occidental a connu 2 guerres importantes, qui sont celles de 14-18 et celle de 39-45, mais cela ne signifie pas que dans le reste du monde, ça a été la paix, n'est-ce pas? Donc, il y a eu des conflits aujourd'hui. Nous voyons ce qui se passe en Irak, nous voyons ce qui se passe en Syrie, nous voyons ce qui se passe un peu partout dans le monde, n'est-ce pas? Il y a des conflits qui perdurent, n'est-ce pas? Alors, la question qui se pose, c'est dans ces pays-là, il y a quand même une activité économique et on se demande comment ces pays-là, ces entreprises qui sont dans ces pays, comment elles arrivent à faire face à des problèmes d'approvisionnement, à des problèmes de gestion courante, etc., etc. Donc, il y a les conflits, les guerres, les embargos. Le troisième type de crise, c'est les crises de type politique ou social. Alors, il peut y avoir des remous sociaux, politiques, etc. Donc, là aussi, et c'est des crises qui souvent perdurent, n'est-ce pas? Si nous prenons le cas de nos voisins tunisiens, ils ont connu
4, 5 ans de moments très, très, très difficiles, n'est-ce pas, sur le plan, aussi bien sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan économique également, n'est-ce pas. Nous avons également un quatrième cas de figure de crise, c'est à la suite, n'est-ce pas, de grosses catastrophes, très grosses catastrophes naturelles, n'est-ce pas, ça peut être des tremblements de terre ou autres. Et bien sûr, la crise qui nous intéresse pour le moment, n'est-ce pas, c'est les crises sanitaires, qui peuvent être des crises sanitaires qui touchent les animaux, c'est le cas de la vache folle, n'est-ce pas, et la crise actuelle qui est celle du Covid-19. Voilà donc les différents types de crises. L'autre slide, s'il te plaît, Akram. Merci. Alors, la caractéristique des crises, c'est que, comme on l'a dit, d'abord, elles sont imprévisibles, elles sont inattendues. Celle d'avant, s'il te plaît. Merci. Alors, les caractéristiques, d'abord, elles sont imprévisibles, inattendues. Elles tombent d'un coup. Il y a encore en, disons, décembre, même janvier, début janvier, on ne s'attendait pas à vivre la situation que nous vivons maintenant, avec des couvre-feux, des confinements, etc. En l'espace de 2 mois, 3 mois, le monde a basculé, n'est-ce pas? Donc, il y a cette notion d'imprévisibilité. Le deuxième élément, c'est que c'est une situation inédite. Le fait que ce soit inédit, c'est qu'on ne connaît pas. On est désarmé parfois, on n'a pas de solution, n'est-ce pas, pour répondre à cette crise. On essaie de trouver des solutions sur le tas, au fur et à mesure, etc. Le troisième aspect, c'est le problème de moyens, et ces moyens, ou bien ils sont insuffisants, ou bien ils sont inadéquats. On a des moyens, mais ils ne servent à rien dans la situation que l'on vit, n'est-ce pas? Voilà donc ils sont analysés. La quatrième caractéristique, c'est les difficultés à coordonner les actions. Donc, il y a des problèmes d'organisation. Alors ici, je voudrais juste soulever une chose. Très souvent, on mentionne la plupart du temps les aspects liés aux moyens. C'est comme dans l'innovation, on parle de l'innovation, technologie, mais on oublie une chose, c'est également les aspects liés à l'organisation. Alors, même les pays qui sont, j'allais dire, les plus munis, n'est-ce pas, même s'ils ont cette capacité à acquérir par la suite des moyens, à les adapter, etc., elles ont également, c'est une capacité que n'ont pas les autres pays ou les autres sociétés, c'est cette capacité à s'organiser. Cette capacité à s'organiser, à faire face à des actions qui sont, à des situations qui sont, encore une fois, inédites. Et ça, c'est ce qui fait la différence, même si on n'est pas préparé, mais on a une capacité à s'organiser assez rapide. L'autre slide, s'il te plaît, Akram. Alors, généralement, donc, il y a comment y faire face. Donc, c'est d'essayer de trouver des moyens, bien sûr, des moyens aussi bien humains que matériels, de les trouver, de les adapter, etc. Et puis, bien sûr, c'est de s'organiser en conséquence. Et c'est là où on parle de notion de réactivité, d'essayer de faire face au plus urgent. Alors, quand on parle de réactivité, le terme de réactivité, on n'arrive pas très bien à comprendre ce que c'est. La réactivité n'est rien d'autre que la capacité à réagir à un événement. La réactivité n'est rien d'autre que la capacité à réagir à un événement, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif. Alors, aujourd'hui, il y a des approches, je ne sais pas si on peut les appeler des méthodes, mais il y a aujourd'hui des approches qu'on essaie de mettre en place dans certaines entreprises, n'est-ce pas, pour essayer, encore une fois, d'augmenter cette notion de réactivité. Merci, Akram. Merci. Donc, voilà en fait ce que l'on peut dire concernant l'impact de la crise. Donc, cela va se traduire par une chute brutale d'activité. Et cette chute brutale d'activité est liée à deux choses. Soit à des difficultés d'approvisionnement. Aujourd'hui, un bon nombre de frontières sont fermées, donc on a des difficultés à s'approvisionner. Même si la demande existe, on a des difficultés d'approvisionnement, donc on ne peut pas vendre. La deuxième difficulté, n'est-ce pas, c'est même si on a des matières, même si on a les moyens, ben, il n'y a pas à qui vendre, n'est-ce pas? La demande va diminuer du fait de cette crise. On va citer des exemples.
Donc, il peut y avoir soit une baisse d'activité liée soit à des chutes, à des difficultés d'approvisionnement, soit à une dégradation brutale et ça, à une chute des ventes. Et ça va se traduire par une dégradation brutale de la situation financière de l'entreprise. Alors, il y a une chose également que je voudrais signaler, c'est qu'il faut distinguer deux types d'entreprises concernant ces difficultés de trésorerie. Les entreprises qui avaient des difficultés de trésorerie bien avant cette crise et les entreprises qui ont ou qui vont avoir des difficultés de trésorerie du fait de la crise. Ce sont deux situations complètement différentes. Deux situations complètement différentes. Donc, il faut différencier, encore une fois, ces deux types d'entreprises. Alors, tout à l'heure, on a parlé de secteurs d'activité. Que ce soit à l'échelle planétaire pratiquement, les secteurs les plus touchés, ce sont les secteurs généralement du tourisme, toutes les agences de voyage, les cafés, les restaurants, n'est-ce pas? Toutes les activités liées au loisir, au divertissement, les activités liées au transport et en particulier au transport aérien. Bon, je ne dis pas que les autres entreprises n'ont pas ou n'auront pas de difficultés, mais ce sont les secteurs d'activité qui sont pour le moment les plus touchés. Alors, il y a une question qui est quand même à poser aujourd'hui. Même les entreprises qui ont les reins solides, qui ont une certaine aisance sur le plan financier, peuvent tenir le coup 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais la question qui se pose aujourd'hui, quelle sera la durée de cette crise? On n'en connaît pas la durée. On n'en connaît pas la durée. Alors, on prévoit, on dit, bon, le mois de mai, le mois de juin, le mois de... Il faut savoir une chose, pour ceux qui ont lu La peste d'Albert Camus, entre le moment où l'épidémie a commencé, le moment où on a enrayé, si vous voulez, l'épidémie, ça a duré pratiquement pas loin de 2 ans, n'est-ce pas? Et les grandes pandémies qui ont eu lieu dans le monde, n'est-ce pas? Ça s'est traduit sur plusieurs mois. Sur plusieurs mois. Alors, maintenant, je ne suis ni médecin, ni pour vous dire comment va se comporter ce virus, etc. Mais enfin, je n'ai pas de réponse à cela, mais il y a de fortes chances que nous connaissions des perturbations sur encore plusieurs mois, tout au moins jusqu'à la rentrée, c'est-à-dire jusqu'à septembre, je pense. Bon, mon souhait, c'est qu'encore une fois, j'ai tort, je souhaiterais que les choses rentrent dans l'ordre dès la fin mai, début juin, ce serait magnifique. Donc, la question qui se pose maintenant, compte tenu de tout cela, quelles sont les actions possibles? Quelles sont les actions possibles? Alors, plutôt que de les mettre en vrac, j'ai enregistré deux volets, si vous voulez, les actions en interne et les actions en externe. Alors, en interne, c'est d'abord de cibler les priorités. Qu'est-ce qui doit passer avant, n'est-ce pas? Donc, de cibler les priorités. Le deuxième aspect, c'est d'immobiliser le matériel dont on n'a pas besoin. Et en particulier, les véhicules, par exemple. Les entreprises qui ont plusieurs dizaines de véhicules, n'est-ce pas? C'est de les immobiliser et d'essayer de demander la suspension des contrats d'assurance. C'est toujours ça. Excusez-moi, Monsieur Ameroche. Oui. Monsieur Ameroche, excusez-moi, j'interviens juste par rapport au point que vous venez d'aborder, par rapport aux assurances. Avez-vous, s'il vous plaît, une idée sur est-ce que l'assurance peut être intégrée, peut être éventuellement un partenaire pour faire face à la crise? C'est une question qui revient sans cesse, c'est pour ça que je me permets de vous la poser. Oui. Sauf que les assurances, si vous voulez, si on a pris une assurance, là je parle des assurances normales, habituelles, hein, pour les véhicules. Par contre, pour les autres aspects, si on n'a pas spécifié une crise liée par exemple à la pandémie, etc., les entreprises qui ont pris des contrats ou qui ont négocié des contrats d'assurance sur cela vont être indemnisées. Par contre, si ce n'est pas spécifié dans le contrat, ben forcément, ce sera très difficile. Et nous savons aujourd'hui qu'avec les sociétés d'assurance, il faut faire très très attention et soumettre même
j'allais dire, en dehors des contrats d'assurance véhicule, quand il s'agit de d'autres contrats d'assurance, il est toujours bon de les soumettre à un juriste assez chevronné, n'est-ce pas? Donc, si maintenant, si vous voulez, on ne peut pas prendre une assurance maintenant pour prévoir deux. C'est trop tard. Il aurait fallu le faire avant, n'est-ce pas? Mais qui aurait pu prévoir cette crise, n'est-ce pas? C'est Donc, ça. Et justement, par rapport à la crise, excusez-moi de vous interrompre, Monsieur oui, Amir, je suis vraiment désolé. oui, oui, allez-y. Également, par rapport à la survenue de la crise en plein milieu d'année, et en général, c'est la période durant laquelle on essaye d'évaluer un peu le premier semestre par rapport à son budget annuel. Pensez-vous qu'en cette baisse d'activité assez drastique, ne faut-il pas revoir son budget pour Ah oui, essayer de le oui, rééquilibrer un oui, peu? oui, 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 oui. Vous avez parfaitement raison. Le budget qu'on a établi en 2019, aujourd'hui, il est caduc, n'est-ce pas? Pour la plupart des entreprises, il faut le revoir. Il faut le revoir. On ne va pas, j'allais dire, bec et ongle, essayer de dire, voilà, il faut réaliser les objectifs. Ces objectifs-là, il faut les revoir. Il faut les revoir, c'est sûr. D'accord. Voilà. Merci. Je vous en prie. Alors, la troisième action possible, c'est de faire la chasse à toutes les dépenses inutiles, n'est-ce pas? Si vous voulez, aujourd'hui, dans les entreprises, chaque entreprise a peut-être quelques surcoûts, etc. Chaque fois qu'il y a une dépense inutile, c'est de l'éviter. Un quatrième aspect, mais ce n'est pas évident là aussi parce que, sauf si on a des créances sur clients, n'est-ce pas, et que ces clients ne sont pas touchés par la crise, c'est d'essayer de veiller au recouvrement des créances, d'essayer donc de veiller au recouvrement des créances. C'est facile à dire, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Il y a une autre action qui est celle de trouver, si possible, de nouveaux créneaux, de nouvelles niches. Est-ce qu'on peut trouver de nouveaux créneaux ou de nouvelles niches? Par exemple, si je prends le cas de la France, beaucoup d'entreprises sont mises à à produire des masques. Il y a des entreprises qui sont mises à produire des respirateurs, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce qu'il n'y a pas une certaine demande qui est liée justement à cette période? Et est-ce que certaines entreprises ne sont pas en mesure de répondre à ce type de demande? Je pose la question. À ce moment-là, ça devient une niche ou un créneau dans lequel pourraient s'engouffrer certaines entreprises. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Oui. Ameroche. Il y a des participants qui vous demandent est-ce que c'est possible juste de rapprocher un peu le micro car ils ne reçoivent pas bien. Le Ah, d'accord. micro de l'équipement. D'accord. C'est mieux comme ça, c'est bon? S'il vous plaît, oui, merci beaucoup. Voilà. D'accord. Alors, il y a une autre action, c'est de favoriser dans la mesure du possible le travail à distance ou le télétravail. C'est une chose qui existait peut-être avant, mais qui tend aujourd'hui à se généraliser. C'est le travail ou le télétravail, le travail à distance, n'est-ce pas? Et regardez seulement aujourd'hui ce webinaire, on l'a, on l'a, on l'a lancé parce que tout simplement, on ne peut pas se déplacer, les gens ne peuvent pas se déplacer, etc. Donc, on vient de découvrir quelque chose, ce webinaire. Voilà, télétravail. Il y a un autre aspect également, et là, je pense que les directeurs d'entreprise, les patrons d'entreprise seront très sensibles à cela, c'est de revoir à la baisse la distribution des dividendes, n'est-ce pas? Quand on est en période normale, on peut donc avoir des dividendes plus ou moins importants. Là, n'est-ce pas, les entrepreneurs se doivent de limiter la distribution des dividendes. Et il y a un autre aspect, un autre aspect qui me paraît très important, et il me semble même après la crise, on peut continuer à le faire, c'est de trouver un compromis avec les employés. Donc des réunions avec les employés et de voir, si vous voulez, d'étudier les possibilités de faire face à cette crise, n'est-ce pas? Parce que la plupart du temps, il n'y a pas de dialogue, si vous voulez, entre employés et employeurs. Et il me semble que c'est une action qui se doit qui est importante par les temps qui courent. Et sur le plan externe, il y a d'abord, et là, sur le plan externe, il faut savoir une chose, en dehors donc des textes qui ont été émis, etc., ce sont, si vous voulez, de plus des propositions
Et là, j'en viens, si vous voulez, à l'importance du rôle que peuvent jouer les associations professionnelles. Le rôle que doivent jouer les associations professionnelles. Je vais dire une chose qui ne va pas plaire aux gestionnaires de ces associations professionnelles, n'est-ce pas, quand elles existent, c'est qu'il y a une gestion administrative, mais malheureusement, très souvent, le reste est désactivé. Il n'y a pas d'action concrète. Et ces actions se doivent d'être, n'est-ce pas, de négocier, de trouver des compromis avec les différents partenaires concernés, avec les banques, avec les administrations, avec l'État, n'est-ce pas? Donc là, pour les banques, c'est de demander le report des échéances sans pénalité de retard. C'est la première des choses, le report des échéances. C'est de trouver, si possible, des lignes de crédit permettant de couvrir 3 mois de charges courantes pour les salaires, le règlement des fournisseurs, etc. Donc, voir si les banques peuvent jouer ce rôle. Il y a une autre action qui est celle-là, c'est une action fiscale, charges sociales, etc. C'est le report des échéances fiscales sans pénalité et en même temps, pour les charges sociales, c'est le report du paiement des charges sociales toujours sans pénalité. Pour ce qui est de l'État, il y a une chose que nous ne connaissons pas en Algérie, qui existe par exemple dans un pays comme la France, c'est cette notion de chômage partiel, n'est-ce pas? Le chômage partiel, il est consenti lorsqu'une entreprise a perdu une bonne partie de son outil de travail ou dans des cas comme celui-ci. Donc, l'État intervient. On paye généralement, je crois, 70% du montant du salaire et l'entreprise maintient les contrats et en contrepartie, l'État aide les entreprises concernées. Donc, voilà ce que l'on peut dire. Mais ce qu'il y a une chose, cette problématique de l'État, parce que très souvent, dans des périodes de crise comme celle-ci, on cherche tout le temps de l'aide. Mais si vous voulez, ceux qui aident finissent par avoir eux-mêmes besoin d'aide, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, il y a des États qui feront peut-être plus, je ne dirais pas plus facilement, mais qui auront plus de moyens, n'est-ce pas, à mobiliser des crédits, par exemple, à lancer des programmes, n'est-ce pas, à lancer des plans, etc., pour relancer l'économie, et d'autres qui seront vraiment touchés. Par exemple, sur le plan de l'orthodoxie financière, si vous voulez, un État, une économie, en termes de le déficit budgétaire, ne doit pas dépasser les 3% du PIB. Et là, en France, par exemple, on en est à 9%. En Algérie, les chiffres sont un peu contradictoires, mais je crois que la Banque mondiale a avancé un chiffre de 12,1 ou 12,2% du PIB. Donc, le déficit budgétaire est... Alors, il y a une chose qu'il faut savoir également, c'est que les États aujourd'hui seront obligés de s'endetter pour relancer l'économie. Alors, pourquoi relancer l'économie? D'abord parce que c'est en relançant l'économie que les États eux-mêmes pourront également avoir des revenus, et notamment les revenus fiscaux, n'est-ce pas, sur le plan de la fiscalité. Et deuxièmement, il ne peut pas y avoir de prospérité d'économie, des économies, de prospérité des États, s'il n'y a pas de prospérité au niveau des entreprises. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on devrait faire attention à tout ce potentiel économique qui existe en Algérie. Alors, Monsieur Armanche, excusez-moi. oui. Juste pour vous rappeler qu'il est quand même 16h15. Donc, si possible, juste d'accélérer un peu la cadence par rapport aux questions-réponses. Oui. Merci. Oui. Al. Vous recevez, monsieur Amroche? Oui, je vous reçois. Oui. Voilà, je vous ai dit juste pour vous rappeler qu'il est 16h15. Ah, d'accord. Oui. Donc, juste si vous pouvez accélérer par rapport aux questions-réponses alors, également. Juste un dernier point, Merci. on passe au Il n'y a pas de problème. Il y a cette notion d'après-crise. Alors, on ne va pas trop s'attarder sur cela, mais ce qu'on a remarqué à l'échelle planétaire, chaque fois qu'il y a une crise, bien sûr, on en paye les frais individuellement, socialement parlant, n'est-ce pas? Mais la question qui se pose, quelles sont les leçons, quelles sont les expériences que l'on pourra tirer de cette crise, n'est-ce pas? Sur tous les plans. Pour les patrons d'entreprise, il serait peut-être intéressant également de s'investir dans la vision du devenir de leur entreprise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle des entreprises, des organisations, on est tellement pris par le quotidien que nous oublions
le devenir, n'est-ce pas, notre devenir, en tant que personne ou en tant qu'entreprise. Donc, il serait bon que l'on fasse des projections, qu'on se projette dans l'avenir. Et puis, bien sûr, cette notion de changement, parce que elle est importante. Aujourd'hui, si vous rentrez sur Internet, n'est-ce pas, vous allez trouver plein de choses sur le changement. Comment faire en sorte pour opérer à des changements profonds au niveau de nos organisations, au niveau de nos comportements, de nos schémas de pensée, etc., etc. Mais en tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à la suite des crises, il y a eu tout le temps eu des changements profonds. Que ce soit, par exemple, après les deux guerres mondiales, 14-18 et 39-45, nous voyons qu'il y a eu un boom dans le domaine de l'innovation, qu'elle soit technologique, qu'elle soit sur le plan organisationnel, mais également sur notre façon de concevoir le monde, sur notre façon de concevoir le monde, sur nos schémas de pensée, sur nos cadres de référence qui ont énormément évolué. Je terminerai juste par une chose, c'est qu'il faut savoir que l'entreprise doit faire face à un environnement, et cet environnement aujourd'hui, il est caractérisé par trois choses, par une crise durable, quoi que l'on dise, mais il y a une crise aujourd'hui qui perdure depuis au moins 3 décennies, donc disons pas loin d'un tiers de siècle. La deuxième chose, c'est de plus en plus de complexité. Le monde est complexe. Référence pour ceux qui s'intéressent à la lecture à Edgar Morin, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Introduction à la pensée complexe, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que la complexité? Et le troisième élément, n'est-ce pas, qui est toujours en rapport avec la crise que nous vivons, c'est l'incertitude. On n'est pas sûr des lendemains, on ne sait pas ce que, n'est-ce pas, même quand on fait des prévisions sur le long terme, n'est-ce pas, c'est très difficile de les faire. Donc, il y a cette notion d'incertitude qui induit également une chose qu'on va appeler le risque. Voilà. Alors, donc, pour faire bref, on va s'arrêter là. Et donc, la porte est ouverte pour les questions qu'on voudra bien me poser. Merci. On vous Merci. remercie, Monsieur Ameroche. C'est vrai que c'est un sujet passionnant et qui ne peut malheureusement pas être traité en 1 heure de temps uniquement. J'ai essayé de faire vite. On vous remercie pour toutes ces informations plus qu'intéressantes et qui j'espère, vont pouvoir aider justement nos entreprises à aller de l'avant. Alors là, nous entamons la deuxième partie du webinaire qui sera consacrée aux questions-réponses. Alors, juste, je vous pose les questions, Monsieur Ameroche, et d'une façon très brève, si vous pouvez y répondre. Alors, la première question que nous recevons, c'est celle de l'entreprise adhérente Avenir Numérique, qui vous demande comment gérer la trésorerie de sa société en Algérie pour des missions qui sont réalisées en France, pour lesquelles les règlements sont extrêmement longs et qui mettent en péril la société. Oui. Alors, généralement, que ce soit pour les créances, ou que ce soit pour les stocks, lorsqu'on est face à une situation pareille, c'est dès le début, si vous voulez, dès le début, de prévoir ce que j'ai appelé tout à l'heure un fonds de roulement. Pour pouvoir financer l'actif circulant ou pour pouvoir faire à ses dépenses courantes. C'est la raison pour laquelle, quand on est en phase d'investissement, généralement, les investisseurs sont préoccupés uniquement par le coût de l'investissement et ils oublient cette notion de fonds de roulement, du financement de l'actif circulant. Alors, quand on s'intéresse au financement de l'actif circulant, donc au financement de toutes les opérations courantes, c'est d'essayer de les prévoir, n'est-ce pas? Et donc, pour un bureau comme celui-ci, c'est de dire, pendant, par exemple, 2 mois, pendant 3 mois, je vais devoir financer l'achat de mon client, n'est-ce pas? Je vais avoir des créances de... Donc, c'est de trouver des solutions durables. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'autre solution que de mettre un peu plus d'argent pour le financement du fonds de roulement. Voilà, j'en vois pas d'autre. Parfait, merci beaucoup. Une autre question? Peut-être Oui. également une chose. Tout à l'heure, j'ai parlé d'associations professionnelles. Bon, c'est un travail de longue haleine, si vous voulez. Aujourd'hui, on a parlé d'assainissement. On parle d'assainissement des entreprises, on parle de mise à niveau des entreprises, mais on n'a jamais parlé d'assainissement de l'administration ou de mise à niveau de l'administration. Il serait intéressant, on ne peut pas aujourd'hui assainir les entreprises si on n'a pas assaini son environnement. Et dans l'environnement, un des éléments, des partenaires incontournables de l'environnement, ce sont les administrations et les banques.
D'accord? Donc, il serait intéressant aujourd'hui de faire en sorte que, par exemple, de simplifier certaines procédures pour pouvoir encaisser assez rapidement ses créances ou bien s'approvisionner assez rapidement. Voilà ce que je peux dire. Merci. Justement, vous parliez des banques à l'instant. J'ai une autre question de la part d'une entreprise adhérente, la SAR Sacière, qui nous dit que depuis le début de l'année 2020, les factures émises n'ont pas été honorées et que la trésorerie se trouve actuellement impactée. Nous n'attendons aucune amélioration d'ici la reprise en septembre prochain d'après nos clients. Que pouvez-vous nous dire et conseiller en dehors du fait que ma société est éligible au découvert bancaire auprès de ma banque pour lequel nous ne voulons pas recourir? Donc, hormis le découvert bancaire, y a-t-il une solution? Euh, ben, euh, Là aussi, si vous voulez, c'est de récupérer les créances qu'on peut, je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Éventuellement, je dis bien éventuellement, c'est de couper la poire en deux. Le découvert bancaire aujourd'hui coûte cher, n'est-ce pas? Curieusement, peut-être n'est-ce pas? Quand on investit, le taux d'emprunt est aux alentours de 7%. Par contre, les découverts dépassent parfois les 10%. Donc, c'est de couper la part en deux et de dire, par exemple, aux entreprises, aux clients, n'est-ce pas, de lui faire une sorte de lui consacrer ou de lui consentir une remise s'il paye ses créances à temps, n'est-ce pas? Voilà la deuxième chose, bien sûr, si vraiment, vraiment, vraiment on est pris de court, c'est effectivement ce découvert, sauf que là aussi, si toutes les entreprises concernées pouvaient euh, se concerter, c'est de demander non seulement des découvertes pour faire face à ces problèmes, mais avec des taux plus ou moins avantageux. Mais je ne vois pas d'autre solution. Ok, merci beaucoup. Une autre question de l'entreprise adhérente, la SPA-NEE, qui aborde le règlement des échéanciers de la banque sur un crédit d'achat. Est-ce que la banque nous fait une autre procédure de paiement de ses dettes envers elle? Alors, généralement, on l'a vu, que ce soit ici ou ailleurs, l'une des solutions qui est proposée, c'est encore une fois le report des échéances. Le report des échéances. Je pense qu'il doit y avoir, je ne sais pas si la Banque mondiale a émis une note dans ce sens, c'est le report des échéances, n'est-ce pas, sans pénalité de retard. C'est le report des échéances. Mais là encore, c'est pourquoi je vous ai dit, toutes les solutions qui viennent de l'extérieur, ce ne sont que des propositions. Ce ne sont que des propositions. On ne peut pas imposer à la banque quoi que ce soit, mais c'est de proposer, c'est de négocier avec les banques, et notamment s'il y a plusieurs entreprises ou s'il y a des associations professionnelles, n'est-ce pas, c'est de négocier avec les banques pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir des reports d'échéance sans pénalité de retard. Une autre question, enfin une proposition de l'entreprise adhérente Boyco. Y aura-t-il des crédits bancaires à taux zéro accordés aux entreprises pour pouvoir se lever de cette crise d'après vous? Alors, taux zéro, ça m'étonnerait. Taux zéro, ça m'étonnerait. Il est vrai qu'en Algérie, les taux d'intérêt sont très élevés par rapport à ceux qu'on connaît dans le monde occidental, en Europe notamment. Les taux d'intérêt sont élevés, mais le taux zéro, ça m'étonnerait. Ce que l'on peut négocier aujourd'hui avec les banques, c'est surtout une période de grâce, un différé. Ça peut se négocier. Des différés peut-être un peu plus longs. C'est-à-dire que entre le moment où on bénéficie de l'emprunt et le moment où on commence à rembourser, il y a une certaine période qu'on appelle la période de grâce ou une période de différé. Ça, c'est peut-être possible. Mais le taux zéro, ça m'étonnerait. Parfait. Une autre question de la part de l'entreprise adhérente SAETI. Y a-t-il une méthode pour le calcul des excédents de trésorerie dans un préservatif de fer des DAT? Alors, qu'est-ce que la DAT, je ne vois pas très bien ce que c'est. Si l'entreprise est avec nous, si possible, juste de nous expliquer. On passe à l'autre question de l'entreprise Aqualis. Je pense que vous avez déjà répondu. Comment gérer les échéanciers bancaires et fournisseurs pendant le Covid-19 et le rôle de l'État sur l'impact social? Je pense Alors, que là, on l'a déjà vu. Pour le report des échéances, je pense que la Banque centrale, il faut revoir les notes de la Banque centrale. Je pense que le report des échéances pourra peut-être se faire, et même
certainement se faire sans paiement de pénalité de retard, n'est-ce pas? Pour ce qui est des fournisseurs et des créances sur clients, bon, là aussi, il y a peut-être une sorte de compromis à négocier avec les fournisseurs, notamment les fournisseurs locaux, n'est-ce pas? Voilà. Le rôle de l'État, oui, vous m'avez dit? Sur le, Ensuite, voilà, je vous reçois. Le rôle de l'État sur l'impact social. Là également, je ah oui, pense oui, oui. Alors là, le rôle de l'État sur l'impact social, ce sont toutes les aides. Et on a parlé tout à l'heure du chômage technique, n'est-ce pas? C'est une chose qu'on ne connaît pas en Algérie. Hein. C'est une chose qu'on ne connaît pas, qui est nouvelle. Donc, je pense qu'il va y avoir des dispositifs qui sont nouveaux, qu'on ne connaissait pas avant, n'est-ce pas? Mais il est peut-être intéressant là aussi, de voir quelles sont les propositions que l'on pourra faire, que les organisations, les différentes associations, n'est-ce pas, qui ont un certain point, n'est-ce pas, pourraient faire sur. Alors, je veux juste dire une chose, sur un plan comptable, purement comptable, il ne serait peut-être pas mauvais que l'ordre des experts comptables en Algérie, et même ailleurs, hein, pourrait prévoir, pourrait prévoir euh, pour, euh, pour une sorte de compte, si vous voulez, qu'on pourrait appeler provision pour crise. Comme à l'époque, il y avait un compte qu'on appelait provision pour perte et charge. Là, c'est des provisions pour crise. Alors, il va jouer quel rôle ce compte, si vous voulez? C'est un peu comme un individu qui met, ou une personne, ou un ménage qui met de l'argent de côté pour faire face à d'éventuels mauvais jours, n'est-ce pas? Eh bien, dans les entreprises, on peut mettre de côté un certain montant, si vous voulez, provisionner, n'est-ce pas, provisionner ces aspects. Et si une crise comme celle-ci devait se reproduire, n'est-ce pas, de trouver comment y faire face, au moins pendant les 2 ou 3 mois. Ça, ce serait peut-être pas mauvais de le prévoir, non seulement au niveau des entreprises, mais au niveau également des États, de prévoir dans leur budget une sorte de chapitre, si vous voulez, ou d'article pour faire face à des crises comme celle-ci, si elles devaient se produire. Voilà donc. parfait. Pour les questions qui nous ont été posées lors du webinaire, donc on sait que le besoin en fonds de roulement, moins il est important, mieux c'est pour l'entreprise, mais à partir de quel moment réellement peut-on dire qu'il est bon, même s'il est positif? Avec quoi peut-on le comparer pour déterminer que la trésorerie n'est pas en danger? Alors, généralement, si vous voulez, on a besoin de capitaux longs pour financer une partie de l'actif circulant. Mais ce qui va déterminer le niveau du fonds de roulement, c'est en fait le besoin en fonds de roulement lui-même. De quel besoin a-t-on, n'est-ce pas, pour le financement de l'actif circulant? Quels sont les besoins de financement de l'actif circulant? Et pour cela, c'est de faire la situation des stocks, n'est-ce pas? Si par exemple, demain, allez, on va prendre la situation d'une personne qui a en vue un projet, n'est-ce pas? Elle va se dire, voilà, le coût de l'investissement, il est plus ou moins facile à déterminer, n'est-ce pas? On sait combien va coûter une construction, le coût des équipements, on le connaît, les fournisseurs de biens d'équipement peuvent vous les donner, etc. Mais le fonds de roulement, comment le calculer, ou le besoin en fonds de roulement? C'est d'abord d'évaluer les stocks, n'est-ce pas? Et les stocks, comment on va les évaluer? En fonction de l'activité, n'est-ce pas? De l'éloignement des fournisseurs, de la facilité d'approvisionnement, etc. On va dire, bon, pour telle matière, par exemple, je peux m'approvisionner, par exemple, tous les 15 jours, tous les 20 jours. Pour tel type de matière, il me faut plutôt 1 mois et demi à 2 mois pour m'approvisionner, etc. C'est ce type de calcul que l'on va faire pour déterminer le montant nécessaire pour le financement des stocks. Pour les créances sur client, tout dépend de l'activité là aussi. Quand c'est de se projeter dans l'avenir en disant, j'ai un chiffre d'affaires de 100, quelle est la partie, n'est-ce pas? Quel est le pourcentage de vente à crédit? Donc, à partir de ce moment-là, je détermine également les ventes à crédit, donc les créances sur client. Donc, si je prends les stocks, je rajoute les créances, et ensuite, je vais voir les fournisseurs qui peuvent me faire crédit. Mais là, de manière certaine, n'est-ce pas? Il ne faut pas que ce soit des situations uniquement ou des promesses, mais
Je vais voir quels sont les fournisseurs qui sont fiables et qui sont prêts à me faire crédit, n'est-ce pas? À ce moment-là, les stocks plus les créances moins les dettes à court terme vont me déterminer cette fourchette, n'est-ce pas, le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement à financer. Voilà comment on peut déterminer le. Parfait. Alors, vous avez abordé tout à l'heure également les ratios. Juste Oui. pour des questions par rapport au ratio idéal, entre, par exemple, si on devait parler de ratio créance-vente ou ratio sur stock, ratio créance. Est-ce qu'il Oui. y a des ratios idéaux et quel est le chiffre? Alors, alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour ce qui est des stocks, pour ce qui est des stocks, là j'ai parlé de stocks de manière générale et j'ai dit tout à l'heure qu'en matière de gestion des stocks, ce qui est difficile, ce qui rend la gestion difficile, c'est le nombre de références, n'est-ce pas? On ne va pas prendre tous les stocks de la même manière. Et donc, on va prendre, j'allais dire, produit par produit ou produit par produit, et on va voir s'il y a, pour les produits pour lesquels il n'y a pas de difficulté particulière d'approvisionnement. Si on calcule, par exemple, la durée d'écoulement des stocks, pour ces produits, on trouve, par exemple, 60 ou 70 jours, c'est quand même important, n'est-ce pas? À ce moment-là, c'est de réduire les stocks parce qu'il n'y a pas de difficulté particulière pour s'approvisionner. Et ce travail, on doit le faire. C'est tout un travail à faire. On le fait produit par produit, élément par élément, n'est-ce pas? Donc, là où il y a des surstocks, on va diminuer les stocks. Donc, on va diminuer les commandes jusqu'à arriver à un stock jugé optimal, bien sûr, avec un stock de sécurité. Voilà. Pour ce Merci. qui est des créances, c'est de voir quelles sont les créances, par exemple, là où je peux vendre au comptant, pourquoi voulez-vous que je fasse crédit? Voilà la question qui se pose. Et surtout aujourd'hui, je parlais tout à l'heure d'associations, il me semble qu'il est important pour des associations professionnelles, pour toutes les entreprises algériennes qui ont des contrats avec l'administration, c'est d'inciter les administrations à payer sur 30 jours, sur 60 jours, mais pas sur 5 ou 6 mois, n'est-ce pas? Pourquoi voulez-vous qu'une entreprise, notamment une petite entreprise, finance le Trésor ou l'État alors que la dépense est budgétée au niveau de cette administration? Parfait, parfait. Alors, une autre question. Alors, bon, on revient à la question de l'entreprise adhérente SAETI. Y a-t-il une méthode pour le calcul excédent de trésorerie dans un préservatif de faire des DAT? Le DAT, c'est excusez-moi, le placement à terme. Ah, les placements internes. Oui. Y a-t-il une méthode pour le calcul Alors, des excédents de trésorerie? alors, les excédents de trésorerie, tout à l'heure, j'ai parlé des hypermarchés qui ont des excédents énormes de trésorerie. Alors, ici, en Algérie, il faut savoir que lorsqu'on a des excédents énormes de trésorerie, les possibilités de placement sont très restreintes. Euh, les placements, les placements sont rémunérés à 2%, alors que les taux d'inflation dépassent largement les 4% sur le plan officiel. Hein. Le taux d'inflation, n'est-ce pas, officiel est de 4 et quelques pourcents. Donc, il y a une forme d'érosion de ces économies que l'on a, n'est-ce pas, que l'on a fait, ou de cette trésorerie. Alors, plutôt que de les placer, je pense que c'est de leur trouver d'autres emplois. Par exemple, des investissements dans des créneaux qui sont plus ou moins rentables, etc. Par contre, il y a aujourd'hui des idées de projets qui sont extraordinaires. Il y a plein de choses à développer parce que le marché existe, le marché est encore vierge, il y a beaucoup de choses à développer. Donc, quand il y a des excédents de trésorerie assez importants, plutôt que de les placer, je penserais plutôt à les investir plutôt qu'à les placer. Voilà, ma réponse est celle-là. Parfait. Une question également par rapport aux assurances. Est-ce que l'assurance crédit est une bonne forme de solution face à des impayés clients? Je répète, est-ce que l'assurance crédit est une bonne forme de solution face à des impayés clients? Alors, la réponse, c'est que c'est ce que je dis aujourd'hui qu'il faudrait que les clients qui payent à crédit, n'est-ce pas, les ventes à crédit, doivent d'une manière ou d'une autre être honorés. Bien sûr, il y a toujours
Il y a toujours quelques clients qui ne vont pas payer, mais ce n'est pas ruineux pour l'entreprise. L'idéal, bien sûr, c'est de récupérer ses créances à 100%. Mais quand, je ne dirais pas qu'il y a un seuil à tolérer, mais quand on prête de l'argent, on s'expose au risque de ne pas récupérer tout l'argent qu'on a prêté, n'est-ce pas? C'est la même chose pour les entreprises qui vont à crédit. La seule chose que je dis, c'est pourquoi je parle encore d'associations professionnelles, quand il y a des clients, et notamment quand ces clients sont des entreprises, n'est-ce pas? Quand ces entreprises n'honorent pas leurs dettes, quand elles ne payent pas, n'est-ce pas? C'est pratiquement d'être sur une sorte de liste rouge, n'est-ce pas? Et que la plupart des entreprises ne payent pas, ne leur vendent pas, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, voilà, si vous voulez, l'une des solutions que je trouve, c'est celle-là. Voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est de voir est-ce que le client, il est solvable ou il n'est pas solvable. Et bien sûr, de différencier la vente à crédit et la vente au comptant. N'est-ce pas? Quand on vend au comptant, c'est d'assurer certains avantages aux clients qui achètent au comptant. Voilà. Maintenant, prendre une assurance, si l'assurance nous coûte plus cher il y a un coût d'opportunité, j'allais dire, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est opportun de prendre ce type d'assurance ou non? Ça, c'est à l'entreprise de voir, n'est-ce pas? Elle va prendre, par exemple, les créances impayées. Alors là, c'est simple, n'est-ce pas? Généralement, on prend tout au niveau des bilans, toutes les créances sur clients qui ne sont pas payées, divisées par le total des créances sur clients, et on a le pourcentage des créances impayées. Et quand ça devient important, quelles sont les solutions que l'on peut envisager? Et c'est de voir, par exemple, avec les assurances, est-ce que c'est possible de prendre une assurance et quel est le coût de cette assurance? Voilà ce que l'on peut dire. Merci. Une autre question par rapport au taux d'intérêt acceptable du découvert autorisé accordé par les banques en Algérie. Alors, les taux de découvert aujourd'hui, je pense qu'ils sont proches du taux qu'utilisent les banques, certaines banques spécialisées dans ce qu'on appelle le crédit bail, n'est-ce pas? Il est aux alentours entre 10 et 12%. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Une autre question. Traversant des difficultés depuis 3 ans à cause de la baisse du chiffre d'affaires, comment faire pour tenir avec des problèmes de trésorerie dans un marché instable? Là, je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Alors, généralement, quand il y a une baisse de chiffre d'affaires, c'est que c'est l'activité elle-même qui est en perte de vitesse. On est là dans un cas de figure, c'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai présenté les choses de manière très, très rapide, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi il est plus facile de faire face à des difficultés de trésorerie lorsqu'on doit faire le ménage des stocks, des créances, etc., que lorsqu'il y a une insuffisance du fonds de roulement. Pourquoi il y a une insuffisance du fonds de roulement? Pourquoi est-ce que le fonds de roulement, même lorsqu'il augmente, il augmente beaucoup moins vite que le chiffre d'affaires? Tout simplement parce que le résultat, la partie qui est mise en réserve au niveau des entreprises, va diminuer d'une année à une autre. Et s'il diminue, cela signifie qu'on est obligé, n'est-ce pas, soit de vendre moins cher, soit le chiffre d'affaires va diminuer. Parfois, ça va de pair également, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, c'est toute l'activité à revoir. C'est que l'activité n'est plus porteuse. Parce que dans les différentes activités, c'est un peu comme la courbe de vie d'un produit, n'est-ce pas? Il y a également la courbe de vie, n'est-ce pas, d'une activité. Une activité, il y a le démarrage, il y a la croissance, et puis ensuite, il y a, si vous voulez, la maturité, le déclin. Et il y a des activités qui peuvent être en déclin. Et cela, pourquoi tout à l'heure je parlais de vision du devenir d'une entreprise? Il y a quelques années de cela, 2 ou 3 ans de cela, j'ai travaillé dans le cadre du conseil avec une entreprise dans les environs d'Alger. Et j'ai posé la question à ce directeur d'entreprise, je lui ai dit, que sera votre entreprise dans les 5 années à venir? Eh bien, il n'a pas su me répondre. Il n'a pas su me répondre. Il y a une autre question que je lui ai posée, même si elle n'est pas directe, si vous voulez.
Mais très souvent également, certaines de nos entreprises ne sont pas suffisamment agressives, si vous voulez, sur le plan du marché. Bon, il y a un marché local, il vaut ce qu'il vaut. Mais aujourd'hui, il y a des possibilités d'exportation et il faut y aller. Et à cette entreprise, je lui ai dit, est-ce que vous avez eu des possibilités d'exportation? Il m'a dit oui, oui, il a eu le Burkina Faso et la Tunisie. Alors, je m'attendais à une réponse qui est celle des contraintes administratives, n'est-ce pas? Des procédures, etc. Mais il m'a étonné en me disant, oui, il y a les procédures administratives, mais il y a une chose, c'est que ces clients sont trop exigeants. C'est-à-dire cette incapacité aujourd'hui ou cette difficulté de certaines entreprises algériennes à répondre aux exigences de certains clients, n'est-ce pas? Et donc, c'est un peu cela aussi, si vous voulez, qu'il faut revoir. C'est pourquoi je dis que cette après-crise devrait amener nos responsables d'entreprise, nos patrons, à revoir un peu leur copie et, n'est-ce pas, par le biais de la formation, par le biais d'échanges, par le biais d'assister aux foires internationales, de mettre en place des petites cellules de veille, etc., pour se mettre un petit peu au diapason de ce qui se passe. Donc, pour le cas dont nous venons de parler, il y a de fortes chances que ce soit une activité en déclin. Alors là, ça ne vaut pas le coup. Si c'est une activité en déclin, ça ne vaut pas le coup de rajouter de l'argent. C'est plutôt de penser à changer d'activité. Quels sont les nouveaux créneaux dans lesquels on peut. Voilà, ma réponse, c'est celle-là. Merci beaucoup, Monsieur Ameroche. On vous remercie. On n'a plus de questions et d'ailleurs, il est déjà 16h45. Je vous remercie en mon nom et au nom de la CIAF, Monsieur Ameroche, pour votre disponibilité ainsi que pour toutes ces informations plus qu'intéressantes qui, je l'espère, pourront accompagner les entreprises à faire face à cette crise. Merci à vous également, chers participants, d'avoir été aussi nombreux à participer à cet événement. Pour les personnes qui souhaitent avoir la présentation ou l'enregistrement de cette vidéo, je vous invite à nous joindre, à nous demander par mail à l'adresse mail cciaf@cciaf.org. Je vous donne également rendez-vous pour notre prochain webinaire qui se tiendra le dimanche 26 avril 2020 à cause, enfin, ça sera le mois du Ramadan, donc on a essayé d'avancer un peu au lieu que ça soit à 15 heures, ça a été avancé à 11 heures et on aura l'occasion de parler de la gestion des conséquences juridiques de la crise COVID-19 pour les entreprises avec Madame Wassila Mouzaï, commissaire au compte. D'ici là, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end. Monsieur Ameroch, merci beaucoup. Je vous remercie pour À tout. moi de vous remercier. Merci. Merci beaucoup et au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt.